littérature à la carte, Denis Chessou. Suite de cette balado-thérapie avec les cartes routières, cette fois-ci les cartes de vie de Bernard Werber qui est avec nous. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Moi, ça me rappelle une émission qu'on avait faite, je sais pas, aux années 90 ou 91. C'était le petit matin et alors vous commenciez à peine à vendre quelques livres et ça s'appelait Les Fourmis. Ouais. À l'époque, j'avais des cheveux. Ah oui, je pensais pas à ça, oui, effectivement. Bon, donc vous êtes un homme, on va dire, qui est haletant, plein d'autodérision, d'ailleurs ça se voit, gentiment barré avec une pincée parfois de New Age. Ah ben non, si vous n'êtes pas barré, c'est pas possible, sinon c'était, voilà. J'assume le côté New Age. Mais totalement, bien sûr. Vous concoctez dans vos alambics des histoires, alors à la fois qui peuvent être policières, d'anticipation, de quêtes spirituelles, vous aussi, avec plein de rebondissements, vulgarisation de vrais problèmes scientifiques. Alors vous faites un lien direct avec le public sans forcément, on va dire, passer par la case de médias, hein, c'est comme ça. Et vous êtes surtout un véritable créateur d'univers. Voilà. Et alors on va commencer avec vous cette balade. On a pas mal parlé de Toulouse. On a parlé de Toulouse l'autre jour avec Christian Laborde. Et aujourd'hui, allez, plan de Toulouse, tranquillement, la carte que nous connaissons, et on va ouvrir le plan parce que 1961, il y a un joli petit bébé de 3,4 kg qui naît, voilà. Et donc vous y restez quand même pas mal d'années à Toulouse. Oui, 20 ans quoi. 20 ans 20 ans, le temps de prendre racine et puis de comprendre qu'une fois qu'on a pris racine, il faut envoyer le pollen en dehors de l'arbre. Ouais. Et c'est pas à Toulouse que j'ai vraiment déployé mes ailes, c'est plutôt à Paris. Mais c'est là en tout cas où je suis né et où j'ai planté mes racines. Mais de toute façon, pour déployer ses ailes, il y a déjà Airbus qui s'en occupe, donc tout va bien. Voilà. Et si je vous dis Isidore, alors Isidore. Isidore, c'est mon grand-père qui en 1900, venant de Pologne, s'est dit bon, la Pologne ça ira comme ça, et il a traversé toute la Pologne d'est en ouest, et il est arrivé à Toulouse. Je crois qu'il était épuisé, il avait plus de sous, il s'est arrêté à Toulouse et là il est devenu photographe, et c'est lui qui a fondé, on va dire, la famille, qui a planté la graine familiale à Toulouse. Et c'est lui qui a construit un tout petit peu la structure, et mes parents après ont hérité d'un magasin de vêtements, oui, qui était à Toulouse, qui s'appelait les vêtements Silva. Dans la devise, était un vêtement Silva vous va. Oui, voilà. Et super. Ça, oui, c'est du slogan. Ça, c'est du slogan, ça y va. Ça. Mais ça, de 1900. Voilà. Oui, un vêtement Silva, il vous va. Voilà. Oui, on était spécialisé, mes parents et mes grands-parents avaient trouvé un truc, c'était les vêtements pour femmes fortes. Donc, on était le seul magasin qui proposait des vêtements pour les personnes un peu grosses. Oui, voilà. un peu rondes, mais c'est pas on est loin de la littérature, on est loin de l'aventure, mais c'est mes racines. Justement, c'est le principe de ces cartes routières. Et puis alors, il y avait votre arrière-grand-père polonais, donc qui s'appelait Bernard. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Alors, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Donc, si je m'appelle Bernard, c'est en hommage à ce grand-père qui vendait des traîneaux en Pologne, dans une région qui maintenant, je crois, a été bouffée par l'Ukraine, qui est à cheval, ça s'appelle la Galicie. Et un jour, il y a un de ses amis qui lui a demandé des bottes parce qu'il y avait de la neige, il faisait froid. Il a passé ses bottes, mais il a oublié que lui-même, du coup, n'avait plus rien pour marcher. Il est rentré pieds nus et il est mort de froid dans la nuit. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il a donné ses bottes à quelqu'un. Ouais, voilà. C'est le moment, il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres. À lui, il s'est dit d'abord je rends service et après je vais réfléchir comment je me débrouille. Donc voilà, il est mort. Mais de toute façon, on meurt tous un jour, mais c'est de manière un peu, comment dire, un peu bizarre. Voilà. Donc du coup, c'est tout ce que je sais de Bernard Werber. Le premier Bernard Werber, c'est qu'il a donné ses bottes et qu'il vendait des traîneaux. Bon, et alors si on revient sur Toulouse, là, nous avons ce plan de Toulouse, on a le Capitole, on a la rue Lafayette. Alors moi, j'étais précisément place Saint-Étienne, c'est-à-dire je suis né rue des Trois Banquets. Ouais. C'est une toute petite rue tortueuse à côté de la place Saint-Étienne, et toute mon enfance a été bercée par les cloches de la cathédrale Saint-Étienne. Et donc j'ai intégré, parce qu'il faut voir une chose, avant, quand les gens n'avaient pas de montre, ils savaient l'heure par les cloches. Donc moi j'ai intégré ça inconsciemment, le bruit des cloches qui me signale les quarts d'heure, les demi-heures, les trois quarts d'heure et les heures. Et tous les soirs, voilà, c'est ça, vous les entendez. Et quand j'avais des insomnies, j'entendais comme ça toutes les heures les cloches, parce que la nuit ça continuait aussi. Et puis alors,
vous entendiez les cloches, mais aussi maman qui faisait du piano. Je ne sais pas si c'est votre vocation de non-musicien aîné de là, mais... Alors, ma mère était prof de piano, elle m'a collé au piano à 6 ans. Il s'avère, je ne sais pas pourquoi, mais le piano est un instrument, on va dire, où les professeurs sont un peu raides. C'est-à-dire qu'ils nous obligent à faire des exercices. Il y a une discipline autour du piano qui est très insupportable. Moi, je suis réfractaire à toute forme. Vous écrirez directement à Bernard Werber. Vous ne passez pas par moi. Hein, si vous êtes prof de piano, vous écrivez directement. Mais je ne suis pas raide. Qu'est-ce que j'entends à la radio? Mais je ne sais pas pourquoi. Et bien plus tard, j'ai découvert la guitare. Et la guitare, c'est le contraire. Les profs de guitare sont toujours cool. Et les profs de piano ont toujours strike. On prend deux expressions anglaises. Et j'ai rencontré d'autres profs de piano. Je leur dis, mais pourquoi il y a ça? Et je crois que c'est l'instrument lui-même qui inspire une discipline quasi militaire. Alors que la guitare, c'est plutôt un chanteur. D'ailleurs, en général, quand quelqu'un joue du piano, tout le monde se tait pour l'écouter. Alors que quand on joue la guitare, tout le monde tape dans les mains et se met à chanter. Donc c'est un instrument un peu plus convivial. Mais vous ne vous réfugiez pas forcément sous le piano, mais où est-ce que vous alliez vous réfugier quand vous étiez petit, Bernard Werber? Alors, parmi les premiers souvenirs, c'était la machine à coudre Singer de ma mère. Et je me rappelle, j'ai souvenir, je marchais à 4 pattes et je me disais, un jour, j'arriverai à marcher sur 2 pattes. Et j'arrivais à atteindre les poignées de porte. C'est marrant, ce souvenir est très précis dans ma tête. J'avais une grande sœur, je voyais elle arrive à choper les poignées de porte et moi j'y arrive pas. Et donc je traînais dans la machine à coudre de ma mère en essayant d'éviter le petit plateau. Elle dit, t'approches pas, tu vas te faire pincer les mains dans le plateau. Oui, on se fait avoir une fois, puis peut-être pas deux. Je sais pas pourquoi j'ai souvenir de la prime enfance très précis. Je me rappelle la première fois où je suis arrivé à m'habiller tout seul, la première fois où je me rappelle quand je montais sur la chaise haute où on me servait un lait chaud. Une fois, j'avais renversé ça, genre moins d'1 an. Et souvenir très précis de ça. Bon, écoutez, moi je vous offre un verre d'eau froide, comme ça vous ne ferez pas de bêtises. Et puis on se retrouve dans quelques instants, on va poursuivre ce voyage à Toulouse. Et on va aussi vous emmener au pays du pastel. Chanson sensuelle et romantique, mais oui, c'était Laurie Darmon, Mes mots, tes lèvres douces. Mesdames, Messieurs, il est 15h35 à Paris, à Toulouse, pardon. La température est de 13 degrés. Le commandant de bord et son équipage vous souhaitent une excellente journée. Au revoir et à bientôt. Eh bien, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ben voilà, nous sommes toujours à Toulouse avec Bernard Werber, donc son enfance pendant une 20aine d'années, le grand-père Isidore, la maman qui faisait à la fois de la machine à coudre et qui appuyait aussi sur les pédales du piano, voilà, le magasin de vêtements, avec ce slogan merveilleux, et puis ce que vous avez de plan là, tenez, vous avez ça. Là, on voit la place donc Saint-Étienne. La Saint-Étienne, mais en fait, je passais tous mes étés parce que je supportais mal les colonies de vacances, donc je préférais rester avec mes grands-parents, rue Louis Blanc, la Côte Pavée, et c'est là où je me suis aperçu que le truc sympa dans le jardin, parce qu'il y avait un grand jardin, c'était les fourmis. Et je suis resté très longtemps à les observer, puis à vouloir les mettre au début dans des cartons à chaussures, puis dans des bocaux. Et j'essayais de comprendre, je prenais des notes, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce qui me semblait être une ville dans laquelle il y avait des routes, il y avait des gens qui bossaient, et je pouvais ramener cette ville entière dans ma chambre et l'observer. Et là j'ai commencé à prendre des notes sur ce que je voyais. Je voyais qu'il y avait des... Comment dire? D'abord, il y avait des fourmis qui bossaient et des fourmis qui foutaient rien. Je crois qu'il y en a un tiers, ce que j'ai appris l'autre jour, qui faisait pas grand-chose. En fait, maintenant, je peux vous dire le vrai chiffre scientifique, c'est il y en a un tiers qui foutent rien, il y en a un tiers qui font des choses inutiles et maladroites qui gênent tout le monde, et le dernier tiers répare les erreurs du deuxième tiers et compense le rien à foutre, enfin, le manque d'activité du premier tiers. Donc c'est un peu, ça correspond presque à nos sociétés humaines. Il y a un tiers qui tire l'ensemble du système. Mais la fourmi n'est pas... Qui bosse. Puis la fourmi n'est pas spécialement intelligente, elle n'est pas spécialement travailleuse. C'est un animal juste qui communique bien, qui est bien organisé et qui a des leçons, selon moi, à nous donner. Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire des petites histoires dessus. Puis on va y revenir. Mais là, on a Marc Giraud en ligne. Bonjour Marc Giraud. Bonjour. Voilà, Marc Giraud, vous étiez notre premier invité dans Nature à la carte pour la première heure. Je m'en souviens très bien. Bien sûr, il n'y a pas si longtemps, j'espère que vous en souvenez. Et puis, non, mais ça nous intéresse bien d'avoir aussi votre regard, vous, sur les fourmis, qui a quand même été évidemment le premier tube, si j'ose dire, de Bernard Werber. Et parlez-nous quand même des fourmis les plus extraordinaires, Marc, s'il vous plaît. Alors, il y en a, mais on a peine à croire que c'est vrai. Il y en a par exemple qui sont kamikazes dans les forêts de Malaisie.
Elles sont hargneuses celles-là. Hein. Quand elles voient un ennemi, elles s'y accrochent avec les mandibules et elles contractent leurs muscles un peu j'arrête de respirer et j'explose. Et elles explosent. Elles ont des glandes toxiques qu'elles répandent, comme ça elles font bombe, pas humaines, mais bombe fourmis. Et ce sont vraiment des fourmis explosives. Par exemple, il y a des fourmis outres. Alors ça c'est autre chose, ce sont des fourmis qui font réserve de liquide pour les autres. Donc elles sont énormes pour des fourmis. Pour miel, ouais. Et ça c'est dans le désert australien. Et les aborigènes savent où les trouver, et c'est comme un petit grain de raisin, c'est comme des petits bonbons qu'ils trouvent dans le désert. On en trouve aussi en Afrique et même en Espagne. Ah, même en Espagne, ça je ne savais pas. Donc, au fur et à mesure dans tous les pays chauds en fait. Et c'est servi même comme friandise dans plusieurs pays. Bah ça doit être sucré, un petit peu acide, tout ce qu'il faut, hein. Et puis dites-nous, Marc Giraud, si on clique sur la case moustique, quel est le rapport avec les fourmis ? Alors ça c'est du racket, carrément. C'est un moustique qui fait du racket sur les fourmis. Donc il se met en travers de leur chemin, il les tambourine avec les pattes et jusqu'à temps qu'elles régurgitent un petit peu de nourriture, parce que vous savez, elles ont toujours un petit stock pour faire la trophallaxie, échanger la nourriture. Et donc si la fourmi refuse de donner d'être raquettée, vraiment il les torture jusqu'à temps qu'ils y arrivent, quoi. Oui. Donc ça c'est les mœurs des gentils moustiques, qui s'appellent Harpagomia. Voilà. Il y a les légionnaires, les fameuses légionnaires qu'on trouve en même temps en Afrique et enfin avec des genres différents en Amazonie, qui forment des bivouacs. Enfin là ce sont des armées, elles fonctionnent pas du tout comme les autres en fourmilière, elles sont nomades. Donc elles peuvent voyager pendant 2-3 semaines comme ça. Ce sont une colonie de dizaines de milliers de fourmis qui nettoient tout sur leur passage, y compris des vertébrés, quelquefois même des gros animaux. Hein. On a parlé d'un lion en Afrique, mais qui était en cage. Je ne sais pas si c'est exagéré, mais ça dévore tout ce qui bouge. Et d'ailleurs, dans les villages africains, de temps en temps, on les laissait faire parce qu'on savait quand elles étaient passées, c'était pas la peine de faire le ménage. Voilà, tout était propre. Excellente nettoyeuse. Et derrière, en Amazonie, il y a toute une vie derrière ça. Il y a des rondes d'oiseaux qui vont ramasser les cadavres d'insectes qu'elles ont laissés, enfin qui vivent depuis derrière ces colonies de fourmis. En fait, c'est une sorte d'écosystème mouvant et ces petits oiseaux fourmiliers suivent les fourmis à longueur de temps. Écoutez, un grand merci Marc Giraud de nous avoir présenté ces différentes fourmis. On va bien revenir parce que Bernard Werber donc est allé aussi en Côte d'Ivoire. On va rester nous un tout petit peu sur Toulouse quand même, parce que là on a les berges de la Garonne. Ah bah tenez, on a la place Saint-Cernin. Là c'était le marché aux puces, je crois, tous les dimanches matins pour vous. Oui, c'est ça. Oui, et aussi j'allais jouer à l'orgue de l'église Saint-Cernin. Ah ouais. Parce qu'une fois je me suis dit tiens, il y a un type là-haut qui joue. Je suis allé le voir, on a discuté, il m'a dit si vous voulez je vais vous apprendre un morceau. Il m'a appris la toccata de Bach, donc j'ai pu jouer la toccata sur l'orgue de Saint-Cernin. Et j'ai découvert la vie de ce type. Il vivait en fait des troncs, c'est-à-dire l'argent que mettent les paroissiens pour leur, et il vivait en vase clos, c'est-à-dire il sortait pas de son truc, il était lié à son orgue. Ah d'accord, il était scotché alors. Ouais. Non mais ça va être intéressant. Ouais. Psychologiquement. Et puis j'avais créé un journal qui s'appelait Euphorie, qui était juste à côté et on le vendait au lycée Saint-Cernin et au lycée Ozanne. Attendez, le lycée Ozanne, c'est-à-dire qu'on est à côté de Saint-Cernin, c'est voilà, ça. C'est juste à côté. C'est ce que l'on voit là. On prend la route et ça marchait. Donc c'était les premières nouvelles, ça. C'est le premier moment où je me suis mis à écrire et à être publié. J'avais 15 ans, j'avais créé un journal de lycée et l'idée c'est de faire de la bande dessinée musicale odorante, à savoir pour chaque histoire on mettait une musique à écouter. On était un groupe, on était 3, il y avait Fabrice Cogé, et chaque fois on fabriquait un parfum. C'était les usines Berdouze de parfum qui m'avaient formé comme organiste à parfum, et parce qu'on appelle ça aussi des orgues à parfum. Ouais. Et pour chaque histoire, je mettais l'odeur de l'histoire. Et j'ai toujours voulu fabriquer les parfums de mes récits. Malheureusement, il n'y a pas d'intérêt de l'édition pour ça, mais moi je trouve que on ne traite pas assez le sens olfactif. On privilégie la vue. 80%, l'oreille, et très peu le nez. Or, c'est l'un des premiers sens du nouveau-né. Donc le premier roman olfactif, bientôt, sera signé Bernard Werber. Après, j'ai déjà fait des bandes dessinées olfactives. Voilà, je fais des scénarios de bandes dessinées olfactives. Alors moi, je vais vous proposer de parler d'une plante. Alors, elle n'est pas tellement olfactive, mais elle est drôlement intéressante parce qu'elle est tinctoriale. C'est le pastel. Oui. Et vous le savez, c'est-à-dire, vous savez que donc à Toulouse, cette richesse donc est née, entre autres grâce
grâce au pastel, parce qu'il faut imaginer, si vous voulez, en 1450, ce que représentait, comment était Toulouse. Il y avait une population donc qui était exsangue, donc il y avait quand même une sacrée misère. Et là, on s'est retrouvé au port de la Dorade, pardonnez-moi, donc on est au bord de la Garonne, avec ce pastel des teinturiers, donc Isatis Tinctoria. Et à cette époque-là, donc on avait des grands convois qui allaient jusqu'à Bordeaux. Et puis donc il y a ce fameux Lauragais, donc ce pays de cocagne. Et là on va retrouver une femme qui s'appelle Sandrine Banessi. Et Sandrine Banessi s'occupe de toute l'association Terre de Pastel et puis aussi de ce lieu, donc ce musée du pastel que l'on peut voir donc à la porte de Toulouse. Et donc on va en savoir plus avec elle sur le pastel et le lien avec Toulouse. Elle est jeune, comme le colza, qui est une plante cousine, mais en fait... c'est une crucifère, en fait. C'est une crucifère. Comme la moutarde. Exactement, comme le radis, comme le chou. On est dans la même famille. Et la monnaie du pape. Exactement. Donc on a cette racine longue, profonde, qui va trouver ce terrain favorable dans les terres-forts occitans, qui va pouvoir bien s'y enfoncer et se nourrir. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ces terres du Lauragais, justement, qui était intéressant pour que ça puisse pousser comme il faut, ça? Alors en fait, on a 3 facteurs de réussite, parce que le pastel, c'est comme la vigne. On peut en planter partout, c'est ce qu'on va faire dans toute l'Europe, mais selon le terroir et le savoir-faire des hommes, on va avoir un pastel médiocre d'excellente qualité, comme ici. Et ici, on a 3 grandes choses qui nous servent. Les terres-forts occitans, avec une terre argilo-silicieuse qui va à la fois nourrir le pastel, mais lui permettre d'enfoncer profondément cette racine longue. Deuxièmement, on est juste au confluent des deux influences climatiques, Atlantique et Méditerranée. Et on pense que cette douceur mêlée d'influences océaniques et méditerranée, plus notre vent d'automne, ont permis à la plante de s'adapter et de développer une qualité particulière qui a fourni le pigment le meilleur de toute l'Europe. D'accord. Donc il fallait effectivement cette conjonction, malgré ou bien grâce au vent d'automne, parce que c'est quand même un vent qui souffle très très fort, on le sait, il est capable de tordre les arbres, d'ailleurs on les voit. Oui, c'est notre vent qui rend fou, mais en même temps, qui distribue une aération qui est essentielle à nos plantes. La fleur est jaune, mais ce sont les feuilles. Alors, elles ne sont pas bleues, les feuilles. Hein. Ah non, elles ne sont pas bleues. Le trésor est bien caché. Ouais. On a, en fait, c'est une plante qui pousse sur 2 ans. Et la première année, on va avoir une espèce de grosse rosette, de très belles salades, de feuilles plates, oblongues, assez quelconques, très fournies. Ouais. On peut arriver à une rosette qui fait 40 cm de large sur 20 à 30 cm de hauteur. Et il a fallu, beaucoup de conjonctions pour comprendre que ce bleu impossible à attraper est caché au cœur de ces feuilles. Ouais, après, il faut la pétrir, c'est-à-dire qu'on va ramasser ces feuilles, on va peut-être passer sur les différentes étapes, mais ce qu'on appelle le pays de cocagne vient de la couca, c'est la boule que l'on fait avec ces feuilles. En fait, si le pastel recèle un trésor, il faut plus d'1 tonne de feuilles pour obtenir au mieux 2 kilos de pigment. Ah oui. Alors chaque feuille est précieuse. Et à l'époque, ils ont inventé un système de stockage des récoltes avant le traitement pour extraire le pigment. C'est-à-dire qu'on prélance la fermentation et dès que c'est fait, on en fait une pâte. On la met en boule et là on la met au séchoir. Et le vrai dicton, c'est au pays de cocagne, plus on dort, plus on gagne. Ah, c'est joli. Une vraie promesse. Oui, c'est-à-dire qu'il fallait attendre. Hein. Voilà. Et en fait, c'est comme le vin. Si on a assez d'argent pour garder les cocagnes au séchoir, elles produisent du pigment. Autant on le garde, autant meilleur est le pigment. Et donc c'est devenu ce pays de cocagne, donc ce pays d'abondance, parce que ça a fait la prospérité, on le voit très bien, de cette région et de cette ville de Toulouse. Alors donc après il faut quoi? Il faut de l'oxydation pour arriver à ce bleu? Oui, en fait on va partir des sucres, de la feuille, on va les transformer par fermentation, par oxydation, et on va ainsi obtenir à un moment donné. C'est magique. Même aujourd'hui, quand on le fait avec des méthodes accélérées, il y a un moment où on a une pâte verdâtre, brunâtre, malodorante, quelconque, et d'un seul coup, ça passe au bleu. C'est magique.
Sandrine Manessi, avec cette plante là que nous avons sous les yeux, qu'est-ce que l'on fait? On fait de la teinture, de la peinture et du cosmétique. Alors, teinture, bon, bah, ça c'est pour les draps, pour les vêtements. Alors en fait, on obtient un colorant, un pigment bleu, et de ce pigment, on va pouvoir soit le transformer en colorant et anoblir tous les tissus, soit on l'utilise en tant que pigment et on fait de la peinture décoration et des produits beaux-arts. Et la dernière application, on a des vertus cicatrisantes sur les affections, sur les plaies, les affections de la peau. Alors lorsque l'on était donc un artiste de la Renaissance, on recherchait donc ce pastel. C'était d'autant plus intéressant quand on faisait des boiseries qu'en fait c'est un formidable fongicide et insecticide naturel. C'est ça, c'est que l'intérêt, c'est que non seulement on a une couleur qui est unique au monde parce que le bleu de pastel donne ce qu'on appelle un bleu parfait, oui. C'est-à-dire que jamais, de plus clair ou plus foncé, on ne voit que du bleu. Jamais ne ressort du jaune, du vert ou du rouge, comme dans les bleus cobalt ou bleus indigo, qui donnent des bleus plus lumineux mais presque agressifs. Tandis que le bleu de pastel génère cette douceur comme ça et cette sérénité très spécifique. Ouais. Alors Sandrine, ce qui est aussi merveilleux, c'est que on a apprivoisé le bleu. C'est pas évident, je crois qu'il y a quand même très peu de plantes qui peuvent contenir du bleu. Alors très peu de plantes et même le bleu est fort bien caché dans la nature. Nous on dit que c'est une couleur magique parce que c'est la couleur la plus présente au monde, ne serait-ce que par le ciel qui nous entoure. Mais en même temps, voilà, essayez d'attraper le bleu du ciel. Ouais. Et c'est pareil pour tout ce que l'on voit de bleu dans la nature. Les fleurs bleues ne contiennent pas de bleu, comme le bleuet. Le colorant du bleuet est le même qui va donner le rouge du coquelicot. Tout est question de chimie interne. Les plumes des oiseaux font croire au bleu mais n'en contiennent pas. Dans les minéraux, c'est pareil, on va être sur des oxydes ou des sulfates, mais en fait, on n'a pas de molécules de bleu. Et en fait, on n'a que 2 grandes plantes au monde qui vont donner un bleu qu'on appelle grand teint, qui va résister au soleil et au lavage. L'indigo pour l'Orient, le pastel pour l'Occident. Ce qu'on appelle le bleu charrette, quand on voyait effectivement des charrettes peintes en bleu ou bien des volets peints en bleu, même encore au siècle dernier ou encore avant, c'est ce fameux pastel. C'est le fameux pastel parce qu'on utilisait l'eau de pastel, les fonds de cuve, où la cuve était épuisée et donc il nous restait du pigment qui lui n'allait plus au cœur des fibres textiles. Et on en a badigeonné, on est sur des lieux agricoles, on a commencé, on a badigeonné les volets et les portes. Et c'est là qu'on s'est aperçu que, peint avec ça, les bois étaient protégés et éloignaient les mouches. Du coup, on empeignait les charrettes, d'où le nom d'usage, et même les cornes des bœufs, pour calmer les équipages. Alors si je suis une mouche, en fait, qu'est-ce qui me repousse? C'est le bleu ou c'est le pastel? Ah non, le bleu, la mouche le voit comme le rouge, le jaune ou le vert. Ah oui. Mais par contre, le pastel, lui, contient naturellement des propriétés fongicides qui vont aider en peinture comme en teinture. On a retrouvé des textiles du XVIe siècle, des vieux cartons de drapier, dont les seuls tissus non mités étaient les échantillons de pastel. Face à cette Garonne, donc toujours à Toulouse, 1450, 1560, là c'est la période extraordinaire donc toulousaine. Toulouse se refait une beauté, se refait une santé, puis donc après ça s'écroule parce qu'il y a la concurrence déjà, il y a la mondialisation, donc avec l'indigo qui va venir de l'Inde, qui va venir aussi donc des Antilles parce qu'il est fabriqué aussi moins cher, parce qu'il doit y avoir des esclaves derrière. D'abord on est sur une ressource agricole. Il faut vraiment qu'on l'ait en tête tout le temps. Tu veux dire que c'est variable d'une année à l'autre. Exactement. Bon. Et on a eu 4 années de pluie incessante. D'accord. Et donc déjà, effectivement, la concurrence de l'indigo a pu s'asseoir sur un manque. Il existait depuis longtemps, hein. Il est arrivé par Marseille, mais ça existait depuis longtemps quand même. Hein. On s'en est pas occupé jusqu'au XVIe siècle. En fait, on est sur un grand commerce européen de luxe. Et ceux qui ne touchaient pas au pastel ont cherché une matière concurrente. Alors et effectivement, aux Antilles, avec une main-d'œuvre esclave, ils ont pu être très concurrentiels au niveau du prix, là où le pastel était déjà affaibli. Ouais. Ce qu'on a oublié aussi, c'est que la grande fin du pastel a été entraînée par la guerre des religions. Bien sûr. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les 3/4 des marchands pasteliers étaient protestants. Ouais. Donc beaucoup ont été empêchés et beaucoup de marchands ont été interrompus dans leur négoce au moment de la guerre des religions. Et on a oublié dans le même phénomène, on avait eu quelque temps auparavant un énorme krach boursier très proche de l'affaire des sœurs Prime qui avait aussi ruiné beaucoup de commerçants.
Sandrine Manessier, là, pendant qu'on parle, on est en train de déambuler donc, le long de cette Garonne. Profondément, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce travail que vous effectuez? Vous le popularisez, vous aimez cette plante. Donc on l'a bien compris, elle a fait la richesse de ce pays et de ce Toulouse. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez cette passion pour le pastel? D'abord parce que ça touche à l'économie, à la science, à l'artisanat, à la culture. Donc on a foison de sujets, parce que c'est une des plantes les plus anciennes. Dès le néolithique, l'homme a utilisé des plantes artisanales multi-usages et le pastel en est une, qui l'a aidé à se soigner, à nourrir son bétail et en plus qui lui a donné de la couleur. C'est une plante qu'on voit ressurgir à des périodes phares de l'histoire humaine. Alors première civilisation sédentarisée, à la Renaissance qui est un tournant phénoménal pour la civilisation, et là qui revient à un moment où de nouveau on ne sait pas vers quoi on va, mais on voit que ça change et on est à un tournant décisif aussi de nos civilisations. Donc j'aime ce facteur comme ça, discret, petite plante pas très jolie, si vous la croisez vous la regarderez pas, et pourtant qui est un marqueur et un témoin et un acteur essentiel. C'était Jaakko Eino Kalevi, double taux, qui viennent du Nord. Je ne sais pas s'ils sont finlandais, danois, cercle polaire, je ne sais pas, mais c'était extrait de notre playlist et nous sommes toujours avec Bernard Werber. Je peux vous annoncer qu'au mois d'octobre, le prochain livre de Bernard Werber va sortir. Il va s'appeler Le 6e sommeil. Je n'ai pas beaucoup de mérite parce que Bernard vient de me le dire, mais le titre a été décidé il y a 3 jours. Donc voilà. Ah ouais, vous êtes les premiers, enfin, tu es le premier. Non, vous êtes le premier à l'annoncer, ouais, parce qu'on hésitait longtemps sur le titre, et puis là je viens de recevoir la couverture ce matin. Tout ça est très frais, et très neuf. Sur les rêves éveillés, le 6e sommeil. Les rêves lucides, sur les gens qui arrivent à maîtriser leur capacité de rêver pour choisir le film qui vont se passer dans la tête avant de dormir. Mais c'est une technique, ça s'apprend. Et moi j'ai découvert cette technique auprès d'un peuple de Malaisie qui s'appelle les Senoi, qui maîtrisent leurs rêves et qui passent toute leur journée à commenter leur nuit. Donc c'est un peuple pour lequel la nuit est plus importante que le jour. Je trouvais ça extraordinaire, donc j'avais fait un roman. Ils font de la psychanalyse active en quelque sorte. En permanence. Et il n'y a pas de fou, il n'y a pas de crime, il y a pas. C'est un peuple qui va bien, si ce n'est que il accorde pas beaucoup d'importance à leur activité du jour et énormément d'importance à leur activité de la nuit. Et le passage à l'âge adulte se fait par le rêve d'un combat ou par le rêve de la sexualité. S'ils ne rêvent pas de ça, on considère qu'ils restent enfants. C'est extraordinaire. Et surtout, ça peut être une voie pour nous, pour maîtriser notre conscience. On parlait tout à l'heure de conscience. Ouais. Quand on rêve, on se reconnecte à sa racine, à ce qu'on est vraiment. On est déconnecté de toute influence. Donc c'est pour ça que je trouve important de noter ses rêves, d'essayer de maîtriser ses rêves, et peut-être de se dire que c'est peut-être un art et une science à venir qui est en train d'apparaître et sur lequel on va pouvoir faire des choses extraordinaires dans le futur, puisque c'est une science balbutiante. Et avec une future carte des rêves que l'on pourra emprunter. Et alors là, on a ouvert un atlas, on se retrouve en Côte d'Ivoire. On saute en fait de Toulouse à la Côte d'Ivoire. Et donc là, vous avez fait vos études de journalisme, études aussi de droit, et puis de criminologie, où je crois que vous avez fait ça. Et alors vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire là. Non, parce que j'ai fait une école aussi de journalisme, et dans cette école de journalisme, il y avait un prix de la meilleure idée de reportage, et j'avais proposé de suivre les fourmis Magnan, qu'évoquait Marc Giraud tout à l'heure, en Côte d'Ivoire. En fait, en Amazonie, mais il s'avère qu'il y a eu tout d'un coup une disponibilité, une équipe scientifique qui allait suivre toute une colonne de fourmis Magnan en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai eu le prix, ils m'ont donné l'argent pour que je parte là-bas, j'ai acheté rapidement un appareil photo, ça s'est fait du jour au lendemain, et je débarque en Côte d'Ivoire, notamment au centre écotrope de Lamto, qui est en plein territoire baoulé, en fait qui est en pleine jungle. Il n'y a pas de route, c'est une piste qui amène à ça, il n'y a pas de flics, il n'y a pas d'asphalte. Je me suis retrouvé dans une tribu de la jungle, à vivre avec eux, et ça a été une expérience extraordinaire, puisque donc on était là surtout pour suivre les fourmis Magnan. Les fourmis Magnan, c'est un ruisseau, un fleuve noir d'êtres vivants qui détruisent tout sur leur passage. Et on se sent une petite chose, vous savez, quand ces fourmis avancent. Et j'ai eu l'étrange privilège
en essayant de les photographier, notamment de photographier la reine, d'en être totalement recouvert. Et donc, je sentais tous ces êtres qui essayaient de me tuer. Et je me rappelle, le professeur Leroux, qui dirigeait l'expédition, on a dit, fais attention qu'elle ne rentre pas dans les tympans, dans les trous de nez ou trous du cul, parce que alors elle creuse à l'intérieur. Et donc, je serrais les fesses, je me protégeais les oreilles, et j'essayais de me protéger le nez, de les sortir dès qu'elles approchaient du nez. Mais quand je suis rentré dans la fosse remplie de ces fourmis, je me rappelle, c'était une étrange sensation. En même temps, j'avais qu'une idée, il faut que j'arrive à attraper la reine. Et la reine était énorme. La reine, elle faisait la taille d'un doigt, alors que la plupart des fourmis faisaient 3 cm. Mais elles étaient des millions et des millions qui détruisaient tout sur leur passage. Et dans les villages partaient quand ce fleuve de fourmis avançait. Mais vous savez que vous êtes mûr pour aller à Fort Boyard, vous Non, surtout pas. Mais quand on fait un reportage, peut-être que vous avez partagé cette expérience, on est focalisé sur... On a des photos à ramener, on a un interview à ramener, on a des images, et on se dit pas, tiens, je suis peut-être en train de laisser ma peau dans cette expérience. Mais en tout cas, je crois que je me suis formé à cette initiation qui a été être couvert de fourmis et sentir la conscience de la fourmilière et de tous ces êtres qui ont la possibilité de me détruire alors qu'ils sont tout petits. Avant de partir pour la Corée du Sud, on va faire un petit tour à Cambrai. Alors là aussi, donc journaliste à cette période-là. Moi j'adorais le métier de journaliste, surtout que j'ai eu de la chance, je me suis retrouvé dans un groupe de 7 journalistes sur lequel il y en avait 6 qui ne voulaient pas travailler. Donc je me suis retrouvé à faire toutes les pages. Donc je faisais... C'est la partie du tiers des fourmis qui bossaient pas, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ils étaient un peu blasés, puis je crois qu'ils en avaient marre. Donc ils ont vu arriver le petit stagiaire. Ils ont dit, tu veux faire les mariages, tu veux faire les pompiers, tu veux faire les chiens écrasés, les réfractions de clochers, et même les enquêtes policières, les suicides de clochards, les accidents de voiture. Et moi, j'adorais ça. Je faisais mon petit reporter. Je faisais les photos, c'est-à-dire j'avais ma voiture, j'arrivais sur le terrain, je faisais la photo, et une fois que l'article était rédigé et publié, en plus, j'allais à la boulangerie où tout le monde me commentait l'article. Donc c'est le vrai sens du métier de journaliste. C'est pas juste on lance une info, on sait pas où elle arrive. Là, j'avais le feedback en direct tous les matins. En prenant mon petit croissant, il y avait tout autour tous les gens à la boulangerie qui me disaient on a aimé ça et pas ça dans tes articles et tout. Et je trouvais que ce métier avait un sens qui est réunir les gens autour d'informations qui vont leur permettre d'avancer. Voilà. Donc vous connaissez bien sûr Noyelles-sur-Escaut, vous connaissez... C'était à Caudry surtout. C'est Caudry, capitale de la dentelle. Oui, c'est Caudry où j'allais souvent, parce que j'avais des amis, et puis... Alors il y avait un truc marrant, c'est que le maire m'appelait le matin pour me demander où j'allais, et il se débrouillait pour aller au même endroit, pour être sûr d'être sur la photo dans la Voie du Nord. Donc c'était à la Voie du Nord. Très bon, c'est là que j'ai vu les collusions entre le système journalistique et le système politique. Non, il n'y a jamais eu ça, c'est absolument impensable. On va partir en Corée du Sud, on change complètement de registre. Hop là, alors là je quitte la carte, je prends l'Atlas et racontez-nous, parce que vous êtes allé la première fois en Corée du Sud, c'était en 1993. Ouais. Et vous saviez même pas, peut-être comme moi d'ailleurs aussi. Je savais pas où c'était sur la carte. Voilà, c'est ça. J'ai découvert en suivant l'avion, vous savez, vous êtes dans l'avion, j'ai fait le Paris-Séoul, et en fait j'ai pensé que la Corée du Sud c'était plus au sud en fait. Et en fait vous pouvez poser la question, quels sont les pays limitrophes? C'est en fait la Russie, la Chine, c'est tout au nord de la Chine, et juste en face, il y a le Japon. Et la Corée du Sud est entourée de pays hostiles, et c'est une sorte de petit pays débrouillard dans lequel il y a une sorte de volonté de réussir qui est extraordinaire. Ils ont tout misé sur l'éducation des jeunes, ils lisent les livres, ils sont passionnés par tout ce qui est nouveau, et c'est vraiment un peuple qui est tourné vers le futur. On a des téléphones Samsung, des écrans Samsung, si on a tout le cinéma coréen qui est en train d'émerger, c'est pas un hasard. Ils ont une réelle volonté d'oublier le passé et d'être des leaders dans le futur, et ils adorent la France, et ils sont très ouverts, contrairement au Japon où il y a un petit côté île, c'est-à-dire nous sommes loin de tout et nous voulons contrôler le monde mais de loin. Les Coréens, eux veulent s'intégrer au monde entier, et il y a un esprit que j'adore. Chaque fois que je vais là-bas, j'aime bien ce côté allons de l'avant et réussissons. Ça serait bien qu'en France on en prenne de la graine, et de se dire regardons le futur au lieu de tout le temps nous complaire dans le passé et d'avoir une nostalgie d'une gloire oubliée. Construisons une réussite future comme le font les Coréens. Alors si on est à Séoul, je vous ai sorti un peu une photocopie du plan de Séoul, il y a un canal aussi, vous aimez bien, qui traverse la vieille ville.
Oui, c'est un canal artificiel qu'ils ont créé et c'est un endroit charmant, romantique, sympathique. Ouais. Mais de toute façon, la Corée, c'est tous les avantages du Japon, plus les avantages de la Chine, plus les avantages de l'Orient, plus un côté tourné vers l'Occident, notamment, par exemple, ce qui est très surprenant, il y a beaucoup d'églises et ils sont très tournés vers la religion catholique et protestante, et ils peuvent parler de ça très longtemps, alors que normalement on ne s'attend pas à qu'un pays aussi éloigné soit à ce point dans la culture de la Bible, et ils sont réellement à la culture de la Bible. Et sinon, ce que je trouve extraordinaire, c'est que chaque fois que je vais dans les universités, je vois une jeunesse éveillée, curieuse de tout, et on demande d'être nourri d'idées nouvelles. C'est des gens qui cherchent tout le temps à être à la source. Ils sont en appétit. Un appétit, voilà. Ils nous demandent tout le temps d'où vient ma créativité, d'où viennent les idées. Et il y a un dialogue qui s'instaure. Et ils sont preneurs, ils sont à l'écoute. Ils sont pas en train, comme on est souvent en France, on est en train de juger. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Eux, ils disent, c'est nouveau, donc c'est intéressant. Non, mais vous êtes une éponge. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un. Oui. Non, c'est ça, parce que. Non, mais je me nourris de la Corée et la Corée me nourrit. Oui. Mais je me nourris du monde. Le monde me nourrit. Et j'essaie de nourrir les gens. Je considère que. D'abord, je trouve que cette planète est extraordinaire. Je n'en ai pas visité beaucoup. Oui. Mais je trouve que la diversité de mentalités, de gens, d'animaux, tout ça c'est fantastique et j'en reviens pas tous les jours de voir tout ce qui se passe ici. J'espère qu'on va tenir, que cette planète ne sera jamais détruite et qu'il y aura des gens intelligents pour la sauver. On parlait de ça tout à l'heure dans la conscience, mais quand on dit, alors, je vais vraiment dans le désordre le plus total, les Thanatonautes, le père de nos pères avec l'apparition de l'homme sur Terre, le papillon des étoiles, on se dit que quand même vous avez visité vous aussi d'autres planètes. Alors est-ce qu'il y a pas un message que dans une autre planète voilà, peut-être vous avez pris une route comme ça sur une autre planète, puis des gens vous ont dit attendez Bernard Werber, voilà, nous on va essayer de te faire passer un petit message et après tu vas essayer de le traduire pour tes amis humains. Peut-être, mais vu que je sais pas trop d'où me vient mon inspiration, moi je me sens en effet comme un canal, c'est-à-dire je suis juste réceptif et puis après je diffuse. Une fois j'ai rencontré une médium qui m'a dit vous savez vous venez d'une autre planète et avec votre planète vous étiez parti, vous avez fait partie d'une sorte d'arche de Noé qui a quitté notre planète parce qu'elle était pourrie et pour venir coloniser celle-ci. Alors j'ai dit écoutez je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, d'une certaine manière je m'en fous, mais par contre je trouve que c'est une bonne idée pour faire un roman, ça a donné le papillon des étoiles. Ouais. J'ai imaginé que en fait un jour nous partirons dans un grand vaisseau spatial qui fera un voyage de plusieurs milliers d'années pour coloniser une autre planète. Mais vous savez, je m'amuse énormément dans ce métier parce que je crois qu'il faut que l'écrivain ou le créateur prenne du plaisir à faire son œuvre pour que le lecteur prenne du plaisir à la réceptionner et à lire. Il faut qu'autour de l'art il y ait du plaisir. Moi je ne crois pas à la littérature déprimée, à la littérature angoissante, à la littérature qui fait qu'on a juste envie de se suicider. Je crois plutôt à la littérature qui donne envie de bâtir un monde nouveau. Il y en a pas de mal faire des voyages. Ça, des bouquins, là, vous parlez de certains romans. C'est une mode en France, on aime bien se flageller, mais bon, on peut prendre un temps pour se faire du mal, et prenons un autre temps pour se faire du bien, et moi je trouve que la littérature d'idées, la tradition de Jules Verne a un peu disparu, la tradition de conquête de nouveaux territoires, et j'essaie de la faire revivre à travers mes livres, et j'espère que d'autres le feront aussi. Jules Verne, c'était un type d'ailleurs qui était assez formidable, parce qu'il a été de mémoire comme ça quand même, avec 20 milieux sous les mers, il a inventé le sous-marin électrique avant que cela n'existe, et ça a été possible après, donc il a devancé presque les scientifiques. Oui, ben c'est pour ça qu'en fait la science-fiction a pris sa source en France et c'est dommage de laisser ça aux Anglais et aux Américains. On a des gens aussi comme Pierre Boulle qui a fait La planète des singes, on a des gens comme Barjavel qui sont formidables, qui malheureusement sont plus connus souvent à l'étranger qu'en France, tout simplement parce qu'on a décidé que la science-fiction ça ne nous intéressait pas. En fait c'est comme en France si on avait décidé que le futur ne nous intéressait pas et qu'il n'y a que les livres historiques et ce que j'appelle les livres contemplatifs de la société parisienne moderne qui ont droit au chapitre, et c'est vraiment dommage pour les lecteurs parce que les lecteurs je crois ils ont envie d'évasion, ils ont envie de voyager. On va partir en Inde juste après Tom Jones. Oh bah oui, on va l'aider, hein. Tom Jones sur France Inter. Vous écoutez bien Nature à la carte, c'est la partie carte avec Bernard Werber avec nous. On va partir en Inde. Ah, alors là, intéressant, on est peut-être au bord du Gange, je ne sais pas où sommes-nous exactement.
Ah oui, j'étais en voyage de noces à Bénarès et je me rappelle cette expérience étonnante. Il y avait un guide qui nous avait amenés sur une barque. On se retrouvait sur le Gange et alors au moment où on passe sur le Gange, on voit les crémations sur la côte, on voit sur la berge, on voit les gens pour libérer l'âme des défunts. Voilà, on voit les gens qui se lavent, qui pissent, qui chient dans l'eau. En même temps, le guide nous a dit il faut que vous buviez cette eau et vous serez purifié, vous n'aurez plus de maladie. Je pense que ceux qui s'en tirent, en effet, ne sont plus malades. Oui, c'est un miracle. Il y avait des cadavres aussi, les corps mal cuits parce que les gens n'avaient pas assez de bois pour les cuire, donc pour les crémations qui étaient jetés dans l'eau et donc la barque tapait dans des ossements. C'était assez étrange. Et là, le guide à un moment nous dit, il fumait un pétard et puis il nous dit, finalement, Bernard, tu m'es sympathique. Alors je vais te dire un truc qu'on ne peut pas dire aux autres occidentaux. Je vais te donner un conseil. Alors ça commence par une question. Pourquoi tu es là? Alors je lui dis, je suis là pour visiter. Il fait, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors je suis journaliste. Il fait, pourquoi tu es journaliste? Il fait, je suis journaliste pour gagner ma vie. Il fait, pourquoi tu gagnes ta vie? Je fais, je gagne ma vie pour pouvoir payer mon loyer, pour pouvoir manger. Pourquoi tu payes ton loyer et pourquoi tu manges? Il fait, pour être vivant. Pourquoi tu es vivant? Je fais, je sais pas. Tu vois, en fait, tu sais pas pourquoi tu es là et pourquoi tu vis. Tu vis dans un monde dans lequel tu n'as rien compris. Alors, tu as une chance, tu es à Bénarès, la ville la plus sacrée du monde. Et moi, je te donne un conseil que ne peuvent pas entendre les autres occidentaux. Profite que tu es là pour te suicider. Si tu te suicides à Bénarès, tu as tout à gagner. D'abord, tu rentres enfin dans le cycle de réincarnation. Et tu vas pouvoir démarrer même au plus bas des castes, les parias. Mais au moins, tu vas rentrer dans le cycle. Alors que quand tu es en France, dans ce monde barbare à l'ouest, là, tu n'es rien du tout, tu tournes en rond. Mais ici, tu as une occasion inespérée de pouvoir enfin rentrer en cycle des réincarnations. Et vous l'avez pas écouté quand même, hein, parce que non. Sinon vous ne seriez pas là. Donc... Au moment où j'ai entendu ça, je me suis dit c'est vrai, il y a quand même un moment où on doit se poser une question, pourquoi on fait les choses? Oui. Ça, oui. Et j'ai trouvé d'autres réponses. Je crois que je fais les choses d'abord parce que ça m'amuse et parce que ça donne un sens à ma vie, que j'ai envie d'explorer ce monde. J'ai pas envie de me suicider, mais au moins la question a été posée. Et en dehors de ça, l'Inde a été une expérience très étonnante parce que j'ai découvert une sorte de fatalisme étrange. Par exemple, je me rappelle, on était en pouce-pouce avec ma compagne de l'époque et tout d'un coup on voit un accident et je voulais m'arrêter pour secourir. Le type fait non, hors de question de secourir, le type s'est fait accidenter. Je voyais bien il est blessé. Elle me dit non mais s'il doit mourir il mourra et s'il doit pas mourir il mourra pas. Et je vois les gens ont dégagé pour le mettre sur le trottoir et personne ne lui est venu en aide. Elle m'a dit voilà c'est son karma, s'il doit crever il crèvera. Il y a un rapport à la mort qui est très détendu, peut-être un peu trop détendu. Oui. Mais enfin, c'était étrange. Et pour moi, l'Inde a été une expérience très très forte. J'allais dire un électrochoc. En tout cas, je pensais trouver de la sagesse et tout le côté yoga. J'ai découvert autre chose, qui est un rapport à la vie et à la mort qui est décalé par rapport à notre rapport. Qui est totalement différent, bien sûr. On regarde aussi, pas loin d'ailleurs, le Népal. Vous avez fait un trekking en Himalaya aussi. Et vous êtes retrouvé dans la nuit en pleine montagne. Oui, alors il y avait écrit trekking de 16h à 17h, donc on est parti à 16h, et puis la nuit tombait, il commençait à être 20h, et puis il n'y avait pas de lune, on marchait avec ma compagne, on marchait sur le bord, il y avait sur le bord de la montagne, c'était en plein été, donc on n'avait pas une tenue d'alpiniste, et au bout d'un moment la nuit était devenue complètement noire, donc il n'y avait plus que la lumière des étoiles, et encore c'était couvert par les nuages, et je me suis retrouvé à marcher dans le noir jusqu'à 1h du matin. Et c'est une sensation très étrange de marcher en montant sur le truc et jusqu'au bout je me disais qu'est-ce qu'il vaut mieux, faire demi-tour dans le noir ou avancer dans le noir. Et finalement 1h du matin on est arrivé dans un endroit extraordinaire. Il y avait juste une lampe, il y avait écrit The End of the Universe et c'était une pizzeria qui était en haut ça s'invente pas, qui était en haut de ce point de l'Himalaya. Et on est arrivé là avec ma compagne, on était épuisés et on s'arrête et là il y avait à la table d'à côté deux autres couples qui étaient en face et il y en a un qui dit en anglais, il fait vous êtes d'où? Alors il fait nous sommes de Sydney et vous? Nous aussi on est de Sydney. Et vous êtes de quelle rue? Il fait nous sommes de la rue Livingston et vous? Nous aussi on est de la rue Livingston. Vous êtes de quel numéro? Du 95. Nous aussi on est du 95. Il fait quel étage? Il fait 4e. Ah non, nous on est au 3e. C'est le genre de situation extraordinaire qui on peut pas le mettre on le met dans un roman, c'est pas crédible. Mais j'avais assisté à ça.
Puis il y avait aussi, je sais pas, j'ai du temps de raconter. Je vous la fais très vite. Il y avait, on utilisait le guide du routard et il y avait écrit, si vous arrivez au Népal, si vous avez trouvé l'Inde un tout petit peu, si vous avez trouvé l'Inde sale, vous allez voir, le Népal c'est pire. Donc on prend le meilleur hôtel et là, dans l'hôtel, on visite une chambre et c'est voilà votre chambre et tout le plafond était recouvert de cafards, mais on voyait plus la peinture, le plafond était noir de cafards. Je dis, on préférait une chambre sans cafards. Et il nous amène notre chambre, pareil. Alors là, il n'y avait pas de cafard. Non, la deuxième, il y a des cafards. Et après, j'ai vraiment, vous n'avez pas Without Beatles. Et il nous amène à une chambre, et il n'y a plus du tout de cafards. Alors, je ne comprenais pas que les cafards avaient sauté une chambre. Et puis, en fait, alors que j'étais près du mur, ma compagne me dit, je crois qu'on comprend pourquoi il n'y a pas de cafards, te retourne pas, à gauche, il y a un truc. Je me retourne lentement, et là, je tombe nez à nez avec un rat qui était agrippé au mur et qui me regardait, un gros rat blanc. Et quand il me voit, il a pris peur et il a foncé dans le matelas. Et le matelas était rempli, c'était un nid de rats. Et on a dormi sur le matelas. Et c'est ces rats qui avaient mangé tous les cafards. Le lendemain, on a changé de chambre d'hôtel. Merci beaucoup Bernard Werber. On vous renvoie donc à ce 6e sommeil. Ce sera au mois d'octobre avec vous. Merci avec beaucoup, plaisir. Vraiment. J'espère que ça donnera envie aux gens de rêver mieux. Ça va faire mieux. Merci à Éric Morin, Julien Chabassu, Linka Negulesco, Marion Philippe, Pierre Jabot qui réalise l'émission. Demain, ce sera Jean-Claude, un préhistorien qui sera à votre place.